La route montait vers les étoiles, et le village paraissait suspendu à un fil invisible dans le ciel. Le vent, froid, balayait les nuages qui disparaissaient vers le sud, derrière les montagnes, ciselées par le gel. Les 4 cavaliers avançaient lentement, et la lune projetait leur ombre tremblante sur la pierre du chemin. Nous avions quitté Mazar vers les premières lueurs du soir, et cheminions depuis plusieurs heures. Je grelottais, mais je n'aurais su dire si c'était de froid. Blanche, qui chevauchait devant moi, se retournait fréquemment et scrutait l'obscurité, mais je baissais la tête et serrais davantage les rênes. Nos 2 compagnons n'avaient pas parlé depuis le départ. Lorsque j'étais revenu à la Tchaïkana, je n'avais rien osé dire de mon geste. Ce n'est d'ailleurs que dans l'après-midi, alors que je tentais de prendre un peu de repos, que j'en avais mesuré toute l'importance. J'avais tué un homme. Et cela avait été si facile. De cette facilité avec laquelle on accomplit les choses graves et définitives. J'avais dit à Blanche que tout s'était bien passé, mais je n'étais pas certain qu'elle m'ait cru. Maintenant, je retournais les vérités et les mensonges dans ma tête, cherchant les mots qui me permettraient d'avouer. Ce n'était pas tant le jugement de Blanche que je redoutais, car j'avais tout de même le sentiment d'avoir agi en état de légitime défense, que l'impossibilité de vivre plus longtemps avec ce poids sur la poitrine. J'ai tué. Moi qui veux la paix des hommes, moi qui me prosterne chaque jour vers la Kaaba, voilà que je viens de tuer un homme, presque froidement. Voilà que je n'ai pas eu le pouvoir d'agir autrement. Est-ce Dieu qui m'abandonne encore une fois ? Il est écrit quelque part, pour une vie, une vie. Dieu va-t-il me faire venir dans son cercle de justice et me réclamer une vie ? Ne suis-je pas déjà dans le cercle de justice ? Ainsi couraient mes pensées tandis que nous nous rapprochions du village. Les petites maisons rectangulaires semblaient incrustées dans la pierre de la montagne, et la lune donnait des reflets jaunes à l'argile des toits. La fumée de quelques foyers qui ne parvenaient pas à s'élever à cause du vent traversait les ruelles par bouffées avant de se perdre dans l'espace nocturne. Je regardais ce paysage alors que les chevaux avaient dépassé les premières maisons, et je trouvais là un calme et une paix biblique. C'est toujours ainsi que j'ai imaginé Nazareth, exactement avec ses formes et ses couleurs sous les étoiles que le vent essaie de chasser. Il y a les mêmes odeurs de pain et de feu, ces odeurs simples, là-bas, dans une bergerie. Il y a un troupeau sans sonnaille, silencieux comme le désert. Quelque part, il y a un âne et un bœuf qui dorment. Et puis derrière ces murs, il y a aussi toute la pauvreté et toute la richesse du monde. Toutes ces choses dont je sais bien aujourd'hui qu'elles me sont interdites pour une raison que j'ignore. Vous voyez, c'est toujours ainsi que j'ai imaginé Nazareth. Les chevaux tournèrent sur la place et les 2 Afghans sautèrent à bas de leur selle. Perdu dans mon rêve, je fus le dernier à mettre pied à terre, cependant que l'un des hommes, le plus jeune, aidait Blanche en souriant dans la nuit. Elle le remercia en lui rendant son sourire, puis se rapprocha de moi et me serra l'avant-bras. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Depuis que tu es revenu, tu as une expression bizarre. Ça va bien, n'est-ce pas ? » Oui, tout va bien.
Ah, voilà Mayoun. Il faut que je le remercie de tout ce qu'il a fait. Je fis quelques pas en direction du chef et posai la main sur mon cœur. L'Afghan leva les yeux en signe d'interrogation et je retirai de la poche de mon manteau la petite enveloppe de cuir avec le passeport. Le visage d'Amayoun s'éclaira et ses dents brillèrent dans le noir. J'essayai de rire avec lui, mais je n'y parvins pas. Je fis comprendre à l'homme bleu que j'étais fatigué par la route et par les événements de la journée. Le chef alors s'approcha, se glissa entre Blanche et moi, et nous saisit chacun par un coude, puis d'un geste il nous conduisit vers une petite pièce qui avait été préparée à notre intention, où nous pourrions passer la nuit ensemble. Blanche était entrée la première, et sur le pas de la porte, je me retournai brusquement, regardai l'Afghan droit dans les yeux, puis m'avançai vers lui et le serrai dans mes bras. L'homme ne dit rien, mais la gaieté s'était enfuie de son visage, et je sus qu'il avait commencé à partager mon secret. Je me levai tôt, laissant Blanche endormie dans le lit de la petite maison. J'avais ouvert la porte sur le soleil, sans faire aucun bruit, et j'étais parti à la recherche d'Amayoun. Je l'avais trouvé à l'extérieur du village, en train de surveiller le dressage de 2 chevaux qu'il avait récemment acquis. L'homme bleu m'avait souri et m'avait emmené boire le thé sur une natte installée sur place. Les enfants tournaient autour de nous, tentant de faire remarquer leur jeu, guettant un sourire, un encouragement. Je ne faisais pas cas de leur présence. Depuis la veille, j'étais enfermé dans un mutisme qui avait inquiété Blanche. Elle me posait sans arrêt des questions qui trahissaient son angoisse. « Tu es certain que tout s'est bien passé ? Qu'ont dit les dealers ? N'étaient-ils pas en colère ?» Mais je n'ai pas eu le courage de répondre à aucune question. J'ai laissé les phrases en suspens, j'ai utilisé les silences et manié les regards. Non, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, essayai-je de montrer par mon attitude, alors que le moindre de mes gestes démentait cette affirmation. En face d'Amayoun, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer ce jeu. Entre hommes, cette route tracée dans l'illusion va se perdre. Je trouve plus honnête de parler, de dire ce que j'ai tu à Blanche. Je le dis dans un mélange de français et d'anglais hésitant. Je tente de faire partager ma peur, mais je sais que les mots ne suffisent pas. Assis sur la natte en compagnie du chef, maladroitement, je gesticule et mon discours s'anime. Je l'ai tué, le dealer, mais je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'ai glissé la main dans ma ceinture et saisi le colt, dont je ne parviens plus à me séparer. C'est avec ça que je l'ai abattu. 2 balles. Dans la poitrine. Il criait. Je ne pensais pas qu'on puisse crier de cette manière-là quand on meurt. Tu comprends ? C'était comme un rêve. Je n'ai pas voulu tout ce qui arrive. Ce n'est pas ma faute. Amayoun me regardait maintenant sans dire un mot, le visage sombre. Sans doute avait-il compris l'essentiel de ce que je lui avais dit, et il en éprouvait quelque inquiétude. Il m'expliqua que la mort d'un occidental était une chose grave, surtout en ces temps troublés, où l'on percevait dans le pays des tendances contraires qui s'affrontaient. Mazar-i-Sharif n'était pas une grande ville, même si elle était considérée par les anciens comme une capitale. Bien que le pouvoir central fût affaibli, il était tout à fait possible que la police et l'armée lancent une expédition de grande envergure dans les montagnes pour retrouver les assassins de l'Anglais. Et derrière tout cela, les Soviétiques
ne manquerait pas l'occasion de s'infiltrer davantage dans le pays en soutenant l'armée afghane. Humayun me fit comprendre que la situation était délicate et qu'il valait mieux, pour un temps au moins, que je quitte la région. Voilà qu'il faut fuir de nouveau. Voilà que la course recommence. Fuir, emmener Blanche, retrouver un pays, tout refaire. Est-il encore temps de tout refaire? Je sentais la fatigue m'envahir, mais je n'en voulais rien montrer, pour ne pas décevoir cet homme en face de moi qui faisait tout pour m'aider. Je deviens un être d'attitude, mais rien n'a de sens dans mes comportements. Je ne sais plus ni ce que je fais, ni ce qu'il faudrait faire. Il y a 1000 ans que j'ai commis ce meurtre. Ce n'est pas hier. Hier est une illusion. J'ai toujours été un fuyard, avant d'être un marcheur. Je n'ai jamais avancé vers aucun but, mais il a fallu attendre aujourd'hui pour m'en rendre compte. Cet homme m'aime et voudrait que je sauve ma peau, notre peau. Mais moi, j'ai envie de mourir. Et cette femme à mes côtés, que veut-elle? Qui est-elle? Dans mon esprit, les questions fusaient et je me laissais gagner par la paralysie. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y en aurait sans doute jamais. Il fallait continuer. C'était la seule certitude. Je voyais l'absurdité et le non-sens de cette obstination, mais si tout était perdu pour moi, il n'en était pas de même pour les autres. Blanche avait encore une vie. Je n'avais aucun droit sur elle. Je ne pouvais pas davantage refuser l'aide d'Humayun, sans nier cet homme qui, un jour, avait eu pouvoir sur mon existence. J'étais pris au piège dans un réseau complexe d'amour et d'intentions morbides, de demi-certitude et de hasard. L'Afghan buvait calmement son thé, avec des gestes lents, portant les yeux vers les chevaux dont le dressage se poursuivait. Il parla d'une voix douce, en traçant une carte sommaire sur le sol, et m'expliquant ce que je devais faire. Le nom des villages où je devais passer sonnait dans l'air du matin, comme une promesse. À cause de l'hiver et de la neige, qui ne tarderait plus à faire son apparition, il était impossible d'emprunter la piste du nord, qui aurait pu nous mener vers la frontière iranienne. Il était préférable de descendre par le sud, de passer par la province de Bamiyan, après avoir traversé la région des Grands Lacs, puis de se diriger vers Kaboul en évitant les routes. Ensuite, nous trouverions certainement un moyen de franchir la frontière. Il était peu probable que la police nous cherche dans la capitale. Nous avions donc toutes les chances de réussir si nous ne perdions pas de temps. Humayun me donna le nom de son frère qui vivait à Bamiyan et qui nous aiderait. Il détermina aussi le nombre de jours qu'il nous faudrait pour accomplir ce voyage et la distance entre les étapes. Tout paraît si simple, si évident, me dis-je en regardant le dessin de la carte sur le sol. Il y a peut-être un moyen de se sortir de tout. Qui sait? L'homme bleu avait recouvré son sourire et me tapait sur l'épaule. Il donnerait 2 chevaux que nous laisserions à Bamiyan chez son frère. Voilà que tout s'arrangeait soudainement. Il n'y avait plus de crime, plus de sang, plus de peine non plus. Il n'y avait plus que cette violente espérance qui venait me saisir pour me porter une nouvelle fois vers les montagnes.